Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 9 septembre 2021. À la une de cette édition, un habitant de la zone de Kinama, en mairie de Bujumbura, est incarcéré à la prison centrale de Mimba depuis près de 3 semaines et accusé d'enlèvement. Pourtant, la personne présentée comme victime de l'enlèvement est actuellement alitée dans l'un des hôpitaux de Bujumbura. Les chiffres de cas positifs à la COVID-19 ont sensiblement augmenté dans la ville de Bujumbura et autres villes du pays. Annonce faite ce jeudi par le ministre de la Santé publique. À la une également, tous les véhicules et motos à moteur, excepté ceux du gouvernement, vont désormais payer une taxe pour la construction des routes. Une augmentation qui vient compliquer les activités de ce secteur, selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom-Ansic. Tout de suite, les détails. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. 25 ans viennent de passer jour pour jour que l'assassinat de Monseigneur Joachim Ruhuna ait été perpétré au cours d'une embuscade de malfaiteurs. Cette embuscade lui a été tendue de son retour d'une mission à la paroisse Gitongo de la commune Mutaho en province Gitega. Plusieurs personnes de la localité ont déclaré que Monseigneur Joachim Ruhuna, qui était l'archevêque de Gitega, aurait été exécuté par les anciens rebelles du CNDD et FDD actuellement au pouvoir. Vous saurez que jusqu'à l'heure actuelle, aucun procès relatif à l'assassinat de cet homme d'église n'a encore eu lieu. En page droits de l'homme, ceux qui ont remis les 9 combattants d'Iré de Tawara au Burundi sont les premiers témoins de la bonne santé de ces combattants au moment de leur retour au Burundi. Réaction du professeur Méthode Ndikumasabo, spécialiste des relations internationales. S'il leur arrivait quelque chose, la responsabilité incombera à l'État burundais. Suivez le professeur Méthode Ndikumasabo. Dans une situation comme celle-ci, au Rwanda comme ces Grands Lacs, sont des témoins de cette remise, mais des témoins aussi que ces combattants sont remis en bonne santé et normalement, avant une telle remise, il y a un check-up qui est fait. J'imagine qu'il a été fait également. Et donc, si jamais leur santé se dégrade, si jamais ils disparaissent, ainsi de suite, s'il y a eu un check-up avant la remise, le responsable ne peut être autre que le pays dans lequel ils ont été renvoyés. S'il leur arrive quelque chose, le Burundi sera bien entendu embêté. Premièrement, il peut être lui traduit en justice pour le non-respect des droits de l'homme, notamment le droit à un procès équitable si jamais ils sont traduits en justice de manière imparfaite, ou alors l'obligation de respecter le droit à la vie ou le droit à l'intégrité physique. Là, c'est sur le plan judiciaire. Il peut également être embarrassé sur le plan diplomatique, supposons qu'il arrive quelque chose à ces combattants, alors qu'ils ont été remis en présence des témoins dont j'ai parlé, au vu des caméras ou du monde entier, ça sera très 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 embarrassant et j'imagine que les autorités burundaises ne vont pas prendre ce risque, et c'est d'autant plus que le président fait des efforts pour restaurer l'image du pays, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l'homme ainsi que l'indépendance de la justice. Et je voudrais terminer en évoquant une lacune que moi je vois dans la législation burundaise actuelle. En fait, il y a des pays dans lesquels il y a eu des problèmes, comme ceux que connaissent les pays des Grands Lacs. Et dans ces pays, après le retour à la démocratie, ils ont inséré dans leur législation une clause importante qu'on appelle en latin habeas corpus, qui signifie que lorsque la famille d'une personne s'inquiète de son sort, elle peut demander au juge d'ordonner aux personnes, aux entités qui détiennent cette personne, de la montrer, comme ça la famille ou toutes les autres personnes intéressées sont rassurées de la voir réapparaître. C'est une clause qui protège énormément les droits de l'homme, notamment contre les risques de disparition ou de traitement inhumain et dégradant. Et donc je pense que si une telle clause était serrée dans une législation,
c'est une avancée importante en ce domaine. Pour rappel, depuis les remises aux autorités burundaises, il y a plus d'un mois, personne ne connaît leur sort ni le lieu de leur détention. Toujours en page droits de l'homme, un habitant de la zone Kinama à mairie de Bujumbura est incarcéré à la prison centrale de Mimba, accusé d'enlèvement. Pourtant, la personne présentée comme victime de l'enlèvement est actuellement alitée dans l'un des hôpitaux de Bujumbura. Sa famille ainsi que ses proches demandent sa libération car il n'est accusé de rien. Les détails avec Eroge Diveremesh. Depuis le 18 août dernier, Rémi Sekadje séjourne à la prison centrale de Mimba et est accusé d'avoir enlevé Samson Mutohera. Selon des sources proches de sa famille, c'est le procureur près la cour d'appel en mairie de Bujumbura, Claude Habimana, qui a décidé qu'il soit emprisonné, une décision qualifiée d'injuste par les proches de la victime car Samson Mutohera est plutôt hospitalisé. C'était le 18 août 2021 quand le procureur de la cour d'appel de Mukaza, Claude Habimana, a convoqué Rémi Sekadje, l'accusant d'avoir enlevé Samson Mutohera. Pourtant, Rémi avait été sollicité par un des fils de Mutohera qui vit à l'étranger, lui demanda d'amener son père à l'hôpital parce qu'il était malade. Le procureur a finalement décidé vers 20h du même jour d'emprisonner Rémi Sekadje et il a été conduit manu militari à la prison centrale de Mhimba où il est détenu jusqu'à présent. Les proches de Rémi Sekadje révèlent qu'après avoir mené leur propre investigation, ils ont constaté que Samson Mutohera a d'abord été hospitalisé à l'hôpital militaire de Kamenge et était assisté de sa deuxième femme Concili Niguimura, employée de la mairie de Bujumbura. Les mêmes sources ajoutent que Samson Mutohera aurait été transféré ce mercredi à l'hôpital Kira Hospital après que sa deuxième femme l'ait demandé. Le docteur de l'hôpital militaire a contacté le procureur Claude Habimana pour lui indiquer que Samson Mutohera n'a pas été enlevé, qu'il est plutôt hospitalisé à l'hôpital militaire de Kamenge au bloc 12, numéro 34, et a comme garde malade sa femme. Nous avons appris qu'hier, le 8 septembre, Samson Mutohera, qui venait de passer plus d'une semaine à l'hôpital militaire de Kamenge, a été transféré à l'hôpital Kira. Ce lundi, le 7 septembre, Rémi Sekadje avait comparu devant la chambre de conseil de Mukaza tout en espérant une mise en liberté, mais sans succès, racontent toujours les proches de sa famille. Lundi dernier, Rémi Sekadje a comparu devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza pour analyse de son dossier. Il espérait bénéficier d'une liberté provisoire, mais il a retourné en prison. Nous demandons que le nôtre soit libéré parce qu'il n'a commis aucune infraction. La rédaction de la RPA s'est entretenue avec Christophe Mutohera, fils de Samson Mutohera, sur ce dossier et nous a signifié que Rémi Sekadje est son employé et qu'il n'a fait qu'obéir à sa demande car lui, il n'est pas sur place pour s'occuper de son père. Christophe Mutohera ainsi que la famille de Rémi Sekadje demandent au ministère de la Justice d'intervenir pour le faire libérer car, disent-ils, il sera emprisonné pour d'autres raisons que la justice ne veut pas révéler. Contacté pour de plus amples explications, Claude Habimana, procureur près la cour d'appel de Mukaza, nous a accroché au nez après une courte présentation. Quant à Janine Nividzi, ministre de la Justice, qui s'est déjà entretenue avec Christophe Mutohera sur le dit dossier, ses téléphones sonnaient sans que personne ne décroche. Merci à toi, Eloge, disait les méchants. Le gouvernement devrait lever tous les obstacles aux poursuites judiciaires des crimes graves. C'est l'une des recommandations du rapporteur spécial de l'ONU, Fabian Salvioli, qui exige l'adoption des mécanismes internationaux dans les activités de la Commission Vérité et Réconciliation CVR. Emile Nibassoum. Le gouvernement du Burundi devrait revoir l'interprétation actuelle et l'application du régime d'immunité temporaire afin de supprimer les obstacles pratiques à la poursuite des violations massives passées conformément aux accords cadres. C'est une recommandation qui n'a pas été appliquée selon le rapporteur spécial de l'ONU, Fabian Salvioli. Il explique que le gouvernement du Burundi maintient sa position de démarrer les poursuites judiciaires à la fin du mandat de la Commission
Vérité et Réconciliation. La CVR, qui a un mandat de 4 ans renouvelable sans limitation, rappelle Fabian Saldioli. Pour lui, le gouvernement devrait immédiatement reprendre les discussions avec la CVR pour inclure la société civile et les victimes sur les propositions concrètes des modèles de mécanismes judiciaires capables de juger le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ainsi que d'autres graves violations des droits de l'homme et de sérieuses violations du droit international humanitaire en ce qui concerne les garanties de non-répétition. Dans un rapport qui sera analysé à partir de ce lundi lors de la 48e session du Conseil des droits de l'homme, le rapporteur spécial de l'ONU recommande aux autorités burundaises de veiller à ce que les réformes liées à la justice tiennent compte des héritages du passé, des violations commises par les institutions de sécurité comme la police et le service national de renseignement. Merci à toi aussi, Emile Basumba. Après cette petite transition, nous parlons santé. RPA. Le ministre de la Santé publique affirme que les chiffres de cas positifs à la COVID-19 ont sensiblement augmenté dans la ville de Bujumbura et autres villes du pays. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi. Suivez le ministre de la Santé publique, Tadem Dikoumane. Au cours de cette première semaine du mois de septembre 2021, la situation épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays est marquée par une hausse du nombre de cas positifs, plus spécialement à mairie de Bujumbura et dans d'autres centres urbains du pays. Les données hebdomadaires des 2 dernières semaines confirment la tendance à la hausse où le taux de positivité est passé de 3% à peu près 5% à mairie de Bujumbura et dans les autres centres urbains. Cette situation est à notre sens liée au relâchement observé quant au respect des mesures de prévention ainsi que d'autres comportements, des pratiques à risque favorisant ainsi la propagation de la pandémie. Nous citons encore le relâchement généralisé pour le lavage des mains à l'eau propre et au savon. Les gens qui continuent à se saluer en se serrant les mains ou ensemble. Les personnes testées positives mais qui ne respectent pas l'autoconfinement à domicile et qui continuent à vaquer à leurs occupations et à se mouvoir dans la population comme si de rien n'était. Les voyageurs sortant et entrant, une fois testés positifs au Covid-19, ne se présentent pas pour recevoir le traitement et continuent à circuler dans la population comme si de rien n'était. Le dépistage tardif, surtout les fonctionnaires et les grands commerçants, qui constituent les formations sanitaires au stade avancé de la maladie. Les personnes testées positives, surtout les fonctionnaires et les commerçants, qui malgré cela fréquentent les maisons de sauna, soi-disant qu'il s'agit d'un traitement miracle contre le Covid-19. L'automédication et le recours aux médicaments traditionnels et autres breuvages au lieu de se faire soigner dans les structures de soins. Le ministre Tadem Dikoumane a également fait savoir qu'aucune structure de soins tant publique que privée n'est autorisée à faire payer le test pour la COVID-19, encore moins les médicaments à cette maladie. Suivez encore une fois le ministre Tadem Dikoumane. Les agents de santé communautaire ainsi que l'administration à la base sont invités à renforcer la surveillance à base communautaire et de dénoncer toute personne qui sera à la source de la propagation de la pandémie pour que ce dernier soit tenu conformément à la loi. Cinquièmement, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rappelle en outre que le dépistage du Covid-19 est gratuit dans tous les hôpitaux publics et privés et les sites de dépistage érigés à cet effet. Par conséquent, il est strictement interdit aux hôpitaux qui ont reçu gratuitement les tests, les intrants contre le Covid-19, de les faire payer aux usagers qui sollicitent le dépistage ou qui sont pris en charge en cas de positivité. Sixièmement, une campagne de dépistage de masse des élèves
étudiants aux écoles à régime d'internat, ainsi que les enseignants et le personnel d'appui est fixé dès ce vendredi, le 10 septembre 2021 et prendra fin mardi le 14 septembre 2021. En page gouvernance, divergence entre le gouverneur de la province de Gitega et l'administrateur communal de Gitega sur la gestion de la pandémie Covid-19. Moins de 24 heures après l'annonce de l'administrateur aux journalistes de la suspension des grands rassemblements comme l'une des mesures barrières contre le coronavirus, le gouverneur Fize et qualifie de rumeur l'information diffusée. Le point avec Eric Nyonzima. Le gouverneur de la province de Gitega dément les rumeurs que la radio Voix d'Amérique est en train de faire circuler, comme quoi la province de Gitega a pris des mesures de suspendre des rencontres sportives et de grands rassemblements. C'est en substance ce qui a été écrit par le gouverneur de Gitega hier soir via le compte Twitter de la province. Ce que Venant Manirambona, licencié en chimie, qualifie de rumeurs relayées par la Voix d'Amérique, ce ne sont que des propos de l'administrateur communal de Gitega, le docteur Jacques Ndouimana. C'était au cours d'un point de presse qu'il avait animé. Nous avons aussi pris la mesure d'empêcher de façon temporaire les grands rassemblements tels que les croisades, tels que les karaokés, les boîtes de nuit, les sports collectifs, afin de limiter les contacts étroits entre les personnes en vue de limiter la propagation de cette épidémie. L'on ne saurait pas dire pourquoi ces hésitations du gouverneur de Gitega. Pourtant, c'est de là d'où devrait venir le salut de toute la population burundaise selon un des membres de l'équipe qui est sur la première ligne de la lutte contre le Covid-19. Il faut réglementer la tenue des rencontres et des réunions. Il faudrait même limiter les cérémonies et même les rencontres religieuses telles que les messes. Dimanche dernier, le gouverneur Venant Manirambona en personne avait fait une sortie médiatique. Il avait annoncé que la propagation du Covid-19 dans sa province avait pris une allure inquiétante et par conséquent, il avait demandé à la population de rompre avec certaines habitudes, même si elles révèlent normalement de la bonne manière et de la culture burundaise. En page gouvernance, tous les véhicules et motos à moteur, excepté ceux du gouvernement, vont désormais commencer à payer une taxe pour la construction des routes. Comme l'a indiqué le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, cette taxe est comprise entre 10 000 et 1 million de francs burundais, selon la puissance du moteur de chaque locomotive. Le détail avec Francine Mahor. Le paiement de cette taxe pour les véhicules et les motos va débuter cette année 2021. Dans une correspondance signée par Domitien Diokubgayo, le ministre des Finances, une moto à 2 pneus doit payer 10 000 francs et celle à 3 pneus va payer 20 000 francs burundais. Quant au véhicule, chacun doit payer en fonction de son moteur. Comme l'a indiqué Stanning Ndakumana, le chargé de la communication à l'Office burundais des recettes, les véhicules de moteur de type CC2000 vont payer une somme de 50 000 francs burundais. Ceux qui ont un moteur de type CC2000E et CC4500 vont payer un montant de 500 000 francs. Selon cette nouvelle règle, les véhicules qui font le transport en commun vont payer 100 000 francs burundais. Le chargé de la communication de l'Office burundais des recettes fait savoir également que cette taxe va être payée à partir de cette même année pour ceux qui ont ces véhicules cités en haut. Néanmoins, le dit nouveau règlement ne concerne pas les véhicules du gouvernement, c'est du corps diplomatique, de même que c'est des représentants des organisations internationales au Burundi. Nos sources parmi ceux qui possèdent des véhicules indiquent qu'à part le contrôle technique qu'ils payaient une fois l'année, pour ceux qui ont des voitures qui ne font pas le transport en commun, dites pour affaires promenade, et 2 fois l'année pour ceux qui font le transport en commun. Aucune autre taxe ne les laissera pas imposer. De plus, le délai limite de paiement de cette nouvelle taxe est fixé pour le 31 octobre de cette année. Une amende de 50 000 est prévue pour celui ou celle qui ne se conformera pas à son nouveau règlement, selon le chargé de la communication à l'OBL.
Merci à toi Francine Mahoro. L'augmentation des taxes dans le secteur du transport vient compliquer les activités de ce secteur qui est gangréné par plusieurs problèmes. Réaction du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Oricom. Gabriel Ruffieri indique plutôt que le gouvernement devrait d'abord montrer le fonctionnement du Fonds routier national. Quand nous regardons la loi budgétaire, exercice 2021-2022, nous voyons que le gouvernement a revu à la hausse plusieurs taxes. Entre autres, il y a ces redevances routières qui ont été instaurées sur plusieurs catégories de véhicules. Nous pensons qu'il faut vraiment chercher l'argent où il y en a, mais quand vous regardez comment le secteur du transport se porte, il est clair qu'il y a un grand problème. Regardez, par exemple, si les fonctionnaires de l'État qui utilisent le transport en commun pour aller au travail et quitter le travail, vous constatez tous les jours qu'il y a des lignes interminables pour qu'ils puissent arriver à les lieux d'attache et à leurs habitations. Ça fait vraiment plusieurs années que c'est comme ça, mais le gouvernement n'a rien fait pour trouver des solutions. Le deuxième problème que nous constatons par ailleurs depuis plusieurs années, c'est l'état des routes. Parmi les points les plus importants, c'est l'entretien des routes qui n'est pas fait conformément aux normes internationales. Souvenez-vous qu'il y a un fonds routier qui est alimenté par les citoyens à travers chaque litre de carburant acheté, mais aussi avec des appuis des partenaires du Burundi, dont la Banque mondiale. C'était Gabriel Ruffieri, président de l'Oricom. Toujours en page gouvernance, les plus hautes autorités sont appelées à passer à l'acte quant à la déclaration de leur patrimoine à l'entrée comme à la sortie de leurs fonctions. C'est du moins le contenu d'un document sur la stratégie de lutte contre la corruption envoyé au gouvernement du Burundi par l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par SEM. Au cours d'un point de presse effectué ce jeudi, Faustin Ndikumana, le président de Parsem, souligne que des lois sont également applicables aux personnalités qui ne se conforment pas à cette mesure pour détourner les deniers publics en abusant de leur pouvoir. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de Parsem. Parsem vient d'envoyer aux plus hautes autorités, le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, un document qui contient les principaux axes pour une lutte contre la corruption plus efficace. Ce document contient beaucoup d'actes, mais en résumé, nous sommes revenus sur cela. Il y a d'abord la déclaration des biens et les plus hautes autorités sont invitées de déclarer les biens comme l'exige la Constitution en son article 95, la loi anticorruption en son article 29, la loi de la Cour suprême en son article 38. Cette loi de la Cour suprême aussi donne même un avertissement des éventuelles poursuites judiciaires quand il advenait que les autorités n'observent pas cette règle. Et la liste est longue de ceux qui doivent déclarer les biens, même les gouverneurs, les administrateurs, les comptables communaux, les gestionnaires des entreprises publiques, parapubliques. Beaucoup doivent déclarer les biens pour montrer que le respect de la chose publique n'est plus en vain mot. L'autre élément important, c'est le conflit d'intérêts. Il faut éviter que des cadres de l'État continuent à avoir une double casquette, recevoir des salaires, s'octroyer des marchés en dehors de la loi, de toute procédure de passation de marché. Le cas qui vient par exemple d'avoir lieu, qui concerne un haut cadre du Sénat, là, les investigations devraient aller loin pour voir les procédures de passation de marché si elles ont été respectées par la SOSUMO et d'autres entreprises publiques pour décourager ce comportement. Même des poursuites judiciaires devaient être engagées. Faustin Ndikumana demande à ce que les différents mécanismes de lutte contre la corruption soient consolidés afin de faire face aux actes de corruption et de détournement des fonds publics. Encore une fois, Faustin Ndikumana.
Cette situation provoque une concurrence déloyale où les plus hautes autorités veulent en même temps faire des affaires, fausser les conditions qui doivent régir le déroulement des activités du secteur privé. Il y a aussi la système de donation de cadeaux qu'il faut décourager et les hautes autorités qui perçoivent les cadeaux. C'est une tentative d'achat de conscience qu'il faut décourager. La transparence budgétaire qui doit aboutir à un audit sérieux de l'exécution du budget national, entrer en profondeur pour voir si l'argent des contribuables a été bien utilisé. Décourager aussi les transactions illicites à travers la mise de la CEI nationale de l'enseignement financier. Et les institutions professionnelles de lutte contre la corruption doivent jouer leur rôle, en l'occurrence l'inspection générale de l'État, la Cour des comptes et une éventuelle brigade spéciale d'investigation sur les crimes financiers. Donc renforcer le professionnalisme d'investigation. Vous savez par exemple au ministère des Finances, il y a des cas qui ont été publiés. Il faut que des enquêtes arrivent vers loin. Faites pas des institutions professionnelles dotées des moyens suffisants. Et au vu donc la justice à pouvoir réprimer les corrupteurs et les corrompus. Il ne faut plus la contenir. Il a mis sur les faits comme par exemple la haute cour de justice et la force qui doit être accordée à la Cour suprême, voir comment renforcer l'expression de la justice. Et le cadre légal de lutte contre la corruption qui doit être amélioré. Et après, il faut inviter la population à aller dans ce qu'on appelle un cadre de dénonciation de la corruption avec force, les syndicats, les journalistes, les citoyens. Et il faut qu'il y ait une loi qui protège les dénonciateurs pour que le champ de dénonciation soit élargi. C'était Faustin Ndikoumana, président de Parsem. Ainsi s'achève cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagize. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.